Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous dans Essentiel. Patrice Trigano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer votre livre La promesse de l'art, mémoire d'un galériste. Ça vient de paraître aux éditions du Canoë. Pardon d'ores et déjà si pendant cette émission, exceptionnellement, j'aurais beaucoup la tête penchée. Il n'y a plus d'internet dans la maison, donc on n'a pas pu imprimer les questions, donc elles sont sur le téléphone. Et c'est peu de dire qu'avec quasiment 600 pages de livre Patrice Trigano, j'ai pris beaucoup de notes et beaucoup de questions. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné... Ça semble évident quand on lit votre livre de se dire il devait raconter sa vie, ce monsieur. Mais vous, quel a été le déclic pour vous dire bon, bah maintenant, je pose tout et je raconte? J'ai exercé depuis plus de 50 ans la profession de galeriste. C'est une profession absolument magnifique qui donne beaucoup de satisfaction, intellectuelle, sensible, tout particulièrement. Et il m'a semblé nécessaire de conserver une mémoire, une trace Oui. de ce à quoi j'ai pu assister. C'est-à-dire que les artistes dont je me suis occupé, ce sont des individus que j'ai vus vivre au quotidien. Que vous avez vu Et, créer. et je dois dire que pour moi, qui place les artistes au sommet de la pyramide sociale, parce que ce sont des individus tout à fait hors du commun, qui ont une vision extralucide de la réalité, le fait de pouvoir être le témoin d'un certain nombre d'événements auxquels j'ai assisté avec ces artistes, c'est une chose que je ne voulais pas laisser tomber dans l'oubli. Et vous avez bien fait. Alors, dans la préface, Patrice Trigano, c'est avant même votre début, si j'ose dire, d'échange avec Magritte, et ça, on va y revenir, parce que c'est pas rien. Vous écrivez dans la préface, l'art nous permet de penser le monde. Et vous citez Umberto Eco sur la lecture. Celui qui ne lit pas aura vécu une seule vie. Celui qui lit aura vécu 5000 ans. La lecture est une immortalité en sens inverse. Et vous vous dites, l'art est 100 000 vies à travers l'insaisissable du temps. Oui, c'est vrai, je pense que, comme le disait Malraux, l'art est un antidestin. Et c'est une façon d'affirmer sa présence au monde, c'est une façon de montrer qu'on existe et finalement de conjurer notre angoisse contre la mort et d'affirmer notre désir d'éternité. Mhm. C'est ce désir d'éternité qui vous a poussé aussi, on en parlera, à collectionner, à être ami de collectionneurs et à collectionner vous-même des œuvres absolument incroyables. Je crois que la collection d'art est un domaine qui donne énormément de satisfaction, mais on ne devient pas collectionneur par hasard, Oui. on devient collectionneur par besoin. Alors, il y a des gens qui en éprouvent le besoin, d'autres qui n'en éprouvent pas le besoin. J'ai constaté que les gens qui, par exemple, sont passionnés de nature ne sont pas des candidats pour être des grands collectionneurs d'art. En revanche, des gens qui ont une tendance au repli sur soi, Mhm. l'introversion, sont plutôt des candidats très brillants pour devenir des collectionneurs. Alors, Patrice Trigano, un nom qui est bien connu aussi dans un autre domaine. Vous faites partie de cette célèbre famille Trigano, famille juive typique, avec votre oncle Gilbert Trigano, et avec un atavisme clairement familial pour entreprendre et pour créer. Oui, c'est vrai. Et il faut dire aussi que lorsque j'étais enfant, l'art avait déjà dans cette Mm. famille une place conséquente autour de l'opéra. Ma famille était passionnée Alors, d'opéra. c'est votre autre oncle qui vous a emmené, je C'est crois, à ça. l'opéra. Et un de mes oncles, qui s'appelait Edgar, m'a amené, lorsque j'avais 7 ans, pour la première fois à l'opéra, voir les contes d'Hoffmann. J'avais été absolument émerveillé
de voir ce qui se passait, d'entendre ce que j'avais entendu, cette musique, la dernière musique qu'a écrite Offenbach avant de mourir, qui est son testament, est une chose extrêmement touchante, je trouve. Alors, il y a l'opéra, c'est une passion qui ne va pas vous quitter, mais l'art démarre dès votre adolescence et quand certains peuvent écrire à des stars, vous avez une adolescence où vous tombez malade, une maladie assez grave, qu'on va mettre du temps d'ailleurs à diagnostiquer exactement. Vous écrivez à Magritte et il Oui, vous répond. oui, effectivement, lorsque j'ai reçu la réponse de Magritte, c'est un petit peu comme si je recevais une lettre du bon Dieu. Oui. J'avais 20 ans, j'étais malheureusement tombé assez gravement malade et j'avais passé une année alité. Et mes compagnons, à l'occasion de cette grande solitude, étaient des livres. Je lisais énormément euh, la littérature, la poésie, la philosophie, et je me nourrissais de la vision des œuvres d'art. À cette époque-là, venait de sortir un livre, la première grande monographie de Patrick Wallberg d'ailleurs, sur René Magritte. Mhm. Et j'étais absolument fasciné par ce peintre et j'ai eu l'idée de lui écrire en lui disant que j'avais l'intention d'écrire un texte sur lui, peut-être d'en faire un livre. Et j'étais naturellement tout à fait sceptique sur la possibilité d'une réponse. Et la réponse est arrivée. Magritte m'a envoyé une longue lettre. Et effectivement, Vous ça a l'avez été pour gardée? moi... Oui, je l'ai Bon, conservée. j'imagine bien. Elle est reproduite dans le livre. Mhm. Et ce fut pour moi un grand, grand bonheur. Alors, il y a cette lettre qui est reproduite, il y a plein de photos aussi avec, il faut bien le dire, Patrice Tréganeau les plus grands, aussi bien des chefs d'État, des ministres, que tous ceux qui ont fait l'art de ces 50, 60 dernières années. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire du grain de raisin? Et est-ce que vous aimez toujours le raisin aujourd'hui? Parce qu'un grain de raisin, pour le prix que vous a offert votre grand-père pour ça, moi je mange des grappes entières, hein. Alors effectivement, à l'époque où j'étais un jeune homme, donc lorsque j'étais malade, mon grand-père que j'adorais et qui m'adorait aurait, je crois, donné n'importe quoi pour que Pour je que vous alliez puisse mieux. guérir, Mais pour oui. que j'aille mieux. Or, il se trouve que je ne... c'est une anecdote un petit peu bébête, si j'ose dire, mais bon, elle a sa place dans ma petite histoire. Il aurait donné n'importe quoi pour que je mange des fruits, parce que je n'aimais pas les fruits, je ne mangeais jamais de fruits. Et il s'était mis dans la tête que j'étais tombé malade, parce que je ne mangeais pas de fruits, un petit peu naïvement. Alors un jour, il m'a dit, écoute, si tu manges du raisin, tu vas me faire très plaisir. Je lui ai dit, mon cher grand-père, j'ai une sorte d'aversion, je ne peux pas. Alors il m'a dit, si, tu vas manger du raisin, je t'affirme que tu vas manger du raisin. Je lui ai dit, non, grand-père, je ne vais pas manger du raisin. Il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais allé voir une exposition Max Ernst dans une galerie Mhm. qui se trouvait à Vence. Il y avait un merveilleux petit tableau de Max Ernst qui valait l'équivalent À de l'époque. 1500 euros Oui, d'aujourd'hui, oui, c'est-à-dire donc 1 10 000. million de Ouais. francs d'autrefois. Bon. Ouais. Et mon grand-père m'a dit, écoute, si tu manges un grain de raisin, je te donne 1 million. Alors 1 million, je m'empresse de dire, c'est C'est le prix. 1500 euros Oui, d'aujourd'hui, mais c'était oui. le prix d'un Ah, petit c'est pas tableau de mal. Max Ernst, qui Ouais. aujourd'hui vaut une petite On fortune. est d'accord. Et effectivement, tout d'un coup, cette proposition qui était vénale d'une certaine façon, et qui n'a pas lieu de beaucoup plaire finalement, parce que c'était pas très bien de ma part d'accepter. J'ai mis cette proposition en parallèle avec la possibilité d'acquérir ce tableau de Max Ernst. J'ai mangé un grain de raisin, Et mon vous avez grand-père été m'a fait acheter un votre chèque et je tableau. suis allé acheter
Le tableau de Max Ernst. Bon, s'il y a des enfants qui nous écoutent, ne faites pas la même chose, hein. Les parents pourront peut-être pas toujours assumer. Mais bon, si c'est pour acheter de l'art, c'est déjà mieux que pour acheter des bonbons. Alors, dans ce livre, Patrice Tregano, La promesse de l'art, aux éditions du Canoë, 600 pages. Donc, on peut pas évoquer les 600 pages. On va essayer d'évoquer quelques grands noms comme ça qui ont parcouru, mais il y en a tellement, encore une fois. Un mot quand même sur la famille Tregano et sur le rapport au judaïsme de cette famille. Parce que déjà, quand on parle d'art, très souvent aussi, on relie à certains artistes juifs. Vous expliquez à quel point, pour vous, le judaïsme, c'est la culture. Vous dites, je me sens culturellement juif. Vous dites que c'est une affaire d'histoire et de tradition, et aussi une grande école d'émancipation. Et vous avez rencontré dans votre parcours, évidemment, de très nombreux artistes qui avaient ce lien aussi là avec le judaïsme. Oui, bien évidemment. D'une façon générale, je pense que les artistes, en tout cas les grands artistes, sont toujours des révoltés, juifs ou pas juifs. Oui. Mais il se trouve que chez les artistes juifs, ce sentiment de révolte est hyper présent. Alors, j'en ai rencontré d'assez nombreux, j'en ai exposé pas mal, et il y avait toujours à la fois cet aspect nostalgique, mélancolique, et en même temps cette volonté profonde de refaire le monde, finalement. Ce qui correspond à la fois et au judaïsme et aux artistes. Alors, vous racontez dans le livre, Patrice Tregano, comment vous allez faire votre chemin dans le monde de l'art, comment vous allez créer une première galerie, comment vous allez vous séparer après de votre associé, en créer d'autres, aller dans toutes les foires d'art internationales, créer également et faire des relations aux États-Unis, et vous racontez les liens avec, je l'ai dit, certains des plus grands artistes. Bon. On parle un peu de César, j'en prends quelques-uns au hasard comme ça. César, vous racontez évidemment comment vous avez travaillé avec lui, vous racontez l'homme derrière l'artiste et un sacré personnage, c'est peu de le dire. Oui, c'était à la fois un personnage qui aurait pu sortir d'un roman de Pagnol. Il était d'origine marseillaise et il ne cachait pas ses ascendances italiano, gitane, un petit peu, et il avait une culture un petit peu de brocanteur, Oui. si j'ose dire. Et il était dans la provoque, vous racontez Il des était dans la dîners, ouais. provocation, il aimait beaucoup rire, il aimait beaucoup plaisanter, mais derrière son rire, gras d'ailleurs, que j'ai toujours dans l'oreille, se cachait un personnage éminemment tragique. Il était finalement un clown triste, Ouais. un homme de petite taille, comme pouvait l'être Toulouse-Lautrec, qui assumait très très bien sa condition physique et qui avait un charisme absolument fou. Dès qu'il arrivait quelque part, il y avait en l'espace de quelques secondes une dizaine de personnes autour de lui qui souhaitaient le voir, qui souhaitaient lui parler, et il se montrait très 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 généreux. D'ailleurs, il parlait avec tout le monde très très simplement, avec son franc-parler qu'il avait gardé. Bon, il aimait aussi fréquenter le grand monde, parce que c'était un petit peu le contraire de ses origines. Et alors, il lui arrivait souvent d'accepter plusieurs dîners dans une même soirée. Alors, ça posait beaucoup de problèmes, mais il s'arrangeait, il jonglait avec les choses. Il allait à un premier dîner, et au bout de quelques moments, il prétextait un mal à l'estomac pour partir et il courait à un autre dîner. Bon. Et puis alors, ce qui était assez singulier, c'était que, j'en ai tout à fait le souvenir, j'ai assisté à ça 2 ou 3 fois, à un moment donné dans la soirée, on disait « Mais où est César ?» Et alors, on le cherchait, on ne le trouvait pas. Et puis finalement, il était allongé derrière le canapé et il s'était endormi. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors, dans le livre, Patrice Tregano, je l'ai dit, il y a la partie galériste, il y a la partie collectionneur, avec Blue Lise. C'est aussi une sacrée histoire. Elle est où, Blue Lise, aujourd'hui ?
Alors, c'est un tableau que j'ai vendu, un tableau C'est de un tableau de Warhol, Warhol. que j'avais acheté lorsque j'étais jeune homme. Je mourais d'envie de devenir propriétaire de ce tableau. Vous avez fait un crédit, enfin vous avez tout J'avais donné j'avais pour parlé l'avoir. à mon père en lui disant: «Écoute, il faut l'acheter» et cetera. Mon père n'était pas motivé par, l'acquisition des œuvres d'art. Alors j'avais fini par aller, dans un organisme de crédit, au Crédit CTLM, et j'avais sollicité, un prêt qui m'avait été consenti, et je me souviens que pendant 5 ou 7 ans, avec beaucoup de difficultés à l'époque, j'ai payé les mensualités pour De votre acquérir Warhol. ce tableau de Warhol, la Lise sur fond bleu, la Blue Lise, C'est Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, bien évidemment. Et j'ai résisté pendant de nombreuses années à des propositions qui m'ont été faites pour vendre ce tableau. Et puis finalement, euh, après l'avoir gardé 30 ou 40 ans, j'ai fini par le vendre à une somme qui me semblait extrêmement importante à l'époque. Et puis finalement, 20 ans se sont passés depuis, Il et était le prix du revendu. tableau a encore considérablement augmenté. Donc C'est j'ai le une double marché. peine. Oui, vous Je avez- n'ai plus le tableau Et vous et auriez pu quelque le part vendre je suis encore passé. plus Voilà, cher. voilà. Voilà. Mais est-ce que l'art, d'une certaine manière, c'est pas fait aussi pour ça, entre guillemets, Patrice Regano, c'est-à-dire pour voyager? Il y a ce bonheur, évidemment, d'avoir une œuvre d'art unique chez soi. Et puis, il y a le bonheur des galeries, le bonheur des musées, des foires d'art. Vous parlez à un moment donné dans un chapitre de votre musée imaginaire. Blue Lise, elle restera toujours dans votre musée imaginaire, même si elle n'est plus dans votre salon. Ça, c'est certain. Et il est vrai qu'au même titre que André Malraux avait eu l'idée de créer son musée imaginaire, à mon petit niveau, il m'a semblé nécessaire de consacrer dans ce livre un chapitre à ce que pourrait être mon Ouais. propre musée imaginaire, et en y regroupant les tableaux les plus extraordinaires qu'il m'a été donné de voir au cours de ma vie. Et donc je les ai, par l'imagination, intellectuellement, réunis, et je crois que le parcours de cette collection imaginaire que j'ai évoquée dans ce livre est assez, satisfaisante, pour moi en tout cas. Oui, oui, il y a un sacré, effectivement, niveau et il y en a beaucoup. Alors, je voulais qu'on parle d'une artiste qui n'est peut-être pas la plus connue de tout cela, mais évidemment, son œuvre fait écho à ce qui est devant nous et au 7 octobre. C'est Magdalena Abakanowicz. Et vous dites, vous intitulez ce chapitre Le monde tragique de Magdalena Abakanowicz. Et vous dites, j'ai écrit le texte qui suit au 58e jour des combats qui sévissaient en Ukraine et je l'ai relu au lendemain du 7 octobre 2023, date des massacres du Hamas en Israël. Qui était Magdalena Abakanowicz? Magdalena Abakanowicz, qui est morte maintenant, est une artiste que j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur d'exposer dans ma galerie. C'était une artiste polonaise, et elle était habitée par un sentiment tragique de la vie qui l'amenait à représenter en bronze des corps acéphales, sans tête et évidés. Donc on ne voyait que finalement une sorte de présence fantomatique des individus qu'elle représentait. Alors, à Chicago, par exemple, dans le grand parc de Chicago, sont réunies des sculptures de Magdalena Abakanowicz, une foule, je crois qu'il y en a plus de 100, qui font 3,50 m de haut, ce sont Mhm. des bronzes, et cette espèce d'armée des ombres, comme ça, sans tête, évidée, nous fait face et semble avancer vers nous, comme finalement, hélas, l'humanité a une véritable tendance à avancer vers le drame. Et vous dites également, enfin, vous dites qu'une barbarie en rappelle une autre. Vous avez aussi tout un chapitre sur des peintres yougoslaves dont vous parlez. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt, évidemment, de votre livre, Patrice Trigano, c'est qu'il y a les César, il y a les Armand, il y a les Picasso, et il y a aussi d'autres artistes que les très, très férus doivent connaître, mais que le grand public va découvrir grâce à vous.
Les grands artistes yougoslaves, effectivement, Vladimir Velikovic, Dado, Ljuba, ont tout au cours de leur vie témoigné de ce qu'ils ont vu dans leur jeunesse, Mhm. c'est-à-dire malheureusement des massacres absolument effroyables, des guerres incessantes. Et ils ont témoigné de ça avec une force, avec une rage extraordinaire. Et ils sont arrivés finalement à travers l'œuvre d'art, à sublimer l'horreur. Et je pense que c'est une très, 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 très belle leçon d'humanité que de pouvoir être confronté à la vision de ces tableaux. Ça a été effectivement de tout temps, j'aime pas cette expression, mais ça a été aussi le quotidien des artistes, des grands artistes, à la fois en peinture et en sculpture, de retranscrire l'horreur des différentes époques et des différentes guerres. Bien sûr. Euh, Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu, Patrice Rigano, de Pierre Skira? Pierre Skira, avec qui vous avez été en Israël, et vous racontez l'émotion que vous avez à un moment donné ensemble en Israël, mais qui a appris finalement sur le tard qu'il faisait partie d'une famille de Maran, de juifs. Oui, alors ça c'est assez étonnant. Pierre Skira est un artiste qui a toujours été perturbé. Et il ne savait pas très bien pourquoi il était perturbé. Avec lui et avec Pascal Quignard, qui est un Mhm. écrivain absolument magnifique, je me suis placé dans la peau d'un éditeur, puisque j'ai édité 2 de leurs livres. Les textes sont de Pascal Quignard et les illustrations sont de Pierre Skira. Pierre Skira est un pastelliste que j'ai présenté pendant de nombreuses années dans ma galerie. Alors je parlais de ces perturbations psychiques qu'il avait, et puis un jour, quelqu'un lui a dit, tu sais, dans un livre de René Crevel est un peintre surréaliste que je connais bien, puisque j'ai écrit un livre sur lui qui Oui. s'appelle L'amour égorgé, pour lequel j'avais eu le Mais plaisir oui, vous d'ailleurs étiez d'être venu pour reçu ça. par Mais vous, oui. Sandrine Seban. Quelqu'un lui a dit, tu sais, dans un livre de René Crevel, j'ai appris que ton père était un marane. Alors, évidemment, ça l'a beaucoup, beaucoup surpris. Et à partir de ce moment-là, il n'a eu de cesse que de trouver les preuves, de chercher et de trouver les preuves de sa maranité. Et à l'occasion d'un voyage que nous avions fait ensemble en Israël, euh, où il avait une double exposition qui lui était consacrée, au musée de Jérusalem, au musée de Tel Aviv, euh, nous avions, Pierre, moi-même et Pascal Bonafou, poète, écrivain, commissaire de l'exposition, qui était avec nous, était pris d'une énorme émotion à l'occasion d'une visite au mur des Lamentations. Effectivement, nous avions descendu la pente qui mène au mur des Lamentations, et puis nous étions allés sur la gauche dans cette petite yeshiva qui est assez étonnante, là, Oui. où tout se passe comme aux origines des temps, où on est éclairé encore à la bougie, etc. Et puis nous étions sortis de cette yeshiva, nous avions remonté la pente, et d'un seul coup, nous nous étions regardés, nous avions été très, très, très surpris de voir que tous les trois, nous étions en larmes. Mmh. Vous avez tous été ressaisis par l'émotion. Il nous reste malheureusement que 3-4 minutes, Patrice Rigano, mais je savais que c'était mission impossible de parler de ces 600 pages. Mais un mot, parce qu'il y a aussi un fil rouge dans cette histoire, dans votre vie, il y a la distinction que certains font et que vous faites aussi forcément entre les novateurs et les suiveurs. Les artistes qui sont novateurs et ceux qui suivent un mouvement. Parfois, on ne va mettre en avant que des novateurs, mais peut y avoir des mauvais novateurs et des très bons suiveurs. C'est quoi votre analyse aujourd'hui du monde de l'art aussi par rapport à ces deux possibilités? Alors, là, si on veut être un petit peu précis, je vais dire que ce que je vous dis est tout à fait valable pour l'art de la fin du 19e siècle, à partir de l'Olympia de Manet, jusqu'à la fin du 20e siècle. Alors, pourquoi? Parce que durant cette période, les avant-gardes se sont succédé par phénomène de contraire, par phénomène d'opposition. Par exemple, les impressionnistes
nous ont montré des paysages, leurs lumières, etc. Et puis, en 1910, les cubistes sont arrivés sous l'influence de Cézanne et ont dit mais non, 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 les couchers de soleil qui se reflètent dans l'eau, ça n'a pas d'intérêt pour nous. L'intérêt pour nous, la poésie pour nous, il faut la regarder en soulevant le capot d'une voiture et en regardant un moteur. C'est ça, la poésie moderne. Et puis quelques années après, les surréalistes sont arrivés et ont dit mais non, finalement, la vision du réel, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au plus profond de l'individu, dans leurs rêves, dans leurs désirs profonds, dans leur inconscient. Tout ça avait un côté évidemment freudien, bien évidemment. Et puis tout ça a continué, toujours par opposition dialectique des contraires. Alors, finalement, au XXe siècle, à partir donc de la fin du XIXe, les avant-gardes se sont succédés. Et qu'est-ce qu'une avant-garde? C'est finalement un groupe d'artistes qui remettent en cause le langage pictural qui l'a précédé. À ce titre, vous pourrez constater que tous les artistes du XXe siècle qui ont une place dans le panthéon imaginaire des grands artistes sont des novateurs, sont des inventeurs de langage. En revanche, il y a une multitude de suiveurs qui peuvent par moments être dignes d'intérêt, mais dans la plupart des cas, ce ne sont que des peintres mineurs. Eh bien voilà, et je suis d'accord avec vous sur la fin, quand vous parlez du nouveau visage du marché de l'art, les NFT, j'aime pas non plus et je comprends pas. Mais bon, peut-être que dans 50 ans, quand certains réécouteront cette émission, ils se diront « Oh là là, ils n'avaient rien compris », mais je ne crois pas néanmoins. Merci beaucoup Patrice Trigano. 600 pages, mais ne vous laissez pas effrayer entre guillemets, ça se lit, c'est le parcours d'une vie incroyable, il y a des milliers d'anecdotes, on n'a pas pu tout évoquer ce matin, mais je vais laisser à nos auditeurs le bonheur de les lire. Il y a plein de très chouettes photos. Je vais vous poser la question la plus difficile, surtout qu'il ne reste que 30 secondes, Patrice Trigano. Si vous avez un enfant devant vous de 8-10 ans que vous emmenez au premier dans un musée, dans quel musée vous l'emmenez pour qu'il ait ce premier regard sur une œuvre d'art et quel tableau? Je l'emmènerai ou au Louvre ou au Centre Pompidou. Et il va voir quoi au Louvre? Au Louvre, il ira voir naturellement le bœuf écorché de Rembrandt. Oui. Il ira voir... On a dit un seul. Et alors à Pompidou? Et au Centre Pompidou, j'aimerais qu'il aille voir les Picasso cubistes. Ah ben voilà, eh bien parfait. Merci beaucoup Patrice Trigano, c'était les petits conseils, mais vous reviendrez parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Dans quelques secondes à peine, exceptionnellement, puisque l'émission n'avait pas pu être diffusée vendredi, c'est Frédéric Zetoun et Elisa Tovati que vous allez retrouver. Patrice Trigano, La promesse de l'art, c'est aux éditions du Canoë.